Bonjour. Euh, Moi, je vais vous parler d'anatomie pathologique. Alors, j'ai pris l'option de ne pas vous montrer de choses très scientifiques, de choses très compliquées. J'ai essayé de faire plutôt simple. Et l'idée m'est venue en voyant l'invitation qui avait été préparée par toute l'équipe de Trousseau. Et en fait, j'avais posé la question à Jean en disant, c'est très joli la plaquette, mais pourquoi sur l'image histologique, c'est ce que vous voyez là un peu en rose, pourquoi est-ce que tu as mis une thyroïdite? Et, et en fait, clairement, parce que Jean, il sait lire des scanners, il sait examiner des patients, il sait prescrire des chimiothérapies, etc. Mais les coupes histologiques, il n'a pas l'habitude d'en voir. Et c'est pareil pour la plupart de nos collègues. En fait, on est très peu connus, on est très incompris, on est triste. Et voilà, donc je voulais vous expliquer que finalement, notre métier, il est assez particulier. Comme tout métier, il y a des choses qui sont simples, des choses qui sont compliquées, mais finalement, là, pour moi, ça m'a pris un quart de seconde de dire, ça, c'est une thyroïdite, c'est pas une histiocytose. Et en fait, peut-être que pour d'autres gens, et j'imagine que parmi vous, il y a relativement peu de gens qui ont vu que c'était une thyroïdite, quoi, sur cette photo-là. Donc, pour vous expliquer que finalement, le travail qu'on fait, c'est qu'on regarde des images et on fait un diagnostic. Alors, je vous ai donné l'occasion de tester votre capacité. Donc, est-ce que vous êtes capable sur des images de faire un diagnostic? En fait, probablement. C'est-à-dire que sur ces deux images, j'imagine qu'il y a pas mal d'entre vous qui sont capables d'en identifier une des deux, parce que c'est quelque chose que vous voyez souvent. C'est un animal que vous voyez assez souvent. Alors, globalement, vous êtes tous capables de dire que c'est des oiseaux, vous avez des choses que vous savez reconnaître, et puis il y a d'autres choses qu'on apprend à reconnaître à force de regarder. Et donc, le pathologiste, qu'est-ce qu'il fait? Il regarde des lames, il passe son temps au microscope, il regarde des lames, des lames, des lames, et il se dit, mais ça, c'est quoi? C'est quoi? Et puis, de temps en temps, il va rechercher dans des livres, et alors, il y a un des oiseaux, vous avez peut-être reconnu quel oiseau c'était. Par contre, l'autre oiseau, c'est un oiseau rare. Et l'oiseau rare, il y en a peut-être parmi vous qui en ont déjà vu, je ne pense pas, cet oiseau rare. Et puis, il y en a peut-être parmi vous qui ont lu plein de livres parce qu'ils sont passionnés par les oiseaux et qui sont capables de faire un diagnostic. Je ne sais pas, il n'y a pas de candidat sur le non, vous n'avez pas fait de diagnostic. Alors, je vous donne le premier diagnostic, c'est un pigeon. Euh, et le deuxième, ce n'est pas un pigeon. Donc, c'est une outarde. Il en reste quelques-unes dans nos campagnes, mais pas beaucoup, hein, malheureusement. Ça peut ressembler au pigeon, ça a des ailes, ça a des plumes, mais bon, c'est pas un pigeon. Et ça vous explique que finalement, par rapport à des images, quand quelque chose est rare, on peut avoir du mal à l'identifier. Alors, l'oiseau que je vous ai fait apparaître en plus, là, c'est un oiseau qui est plus fréquent, que vous avez probablement déjà vu, en fait. Mais c'est une variété un peu rare, c'est-à-dire que vous auriez pu penser que c'était une bernache, c'est bien, mais ce n'est pas une bernache du Canada, c'est une bernache nonnette parce qu'il y a une toute petite tache blanche qui est un peu plus grande, puis elle est un peu plus petite. Donc, il y a des détails d'image qui font que finalement, on peut se tromper de diagnostic. Après, j'arrête avec les oiseaux. Je passe aux légumes. Et après, oui, c'est bête, on ne voit pas le haut avec le truc. En fait, l'idée, c'est comment on doit classer des images. Parce que finalement, les oiseaux, est-ce qu'il y avait besoin de les classer? Finalement, c'est toujours des bêtes qui volent et qui ont des plumes et qu'on peut éventuellement manger. Bon, voilà. Là, c'est un légume. Donc, comment on doit le classer? Finalement, si vous êtes plutôt artiste, vous allez dire, c'est simple, il y a deux catégories. Là, il y a des citrouilles qui sont plutôt allongées, comme ça, un petit peu comme ça, et puis d'autres qui sont plutôt arrondies. Donc voilà, on les classe en deux catégories, deux sortes de citrouilles. Et puis si vous êtes plutôt, non pas botaniste, mais plutôt artiste, vous dites, il y a deux sortes de citrouilles. Il y a celles qui sont sculptées avec des dessins dessus, et puis il y a celles qui ne sont pas sculptées. Et là, c'est effectivement votre sens artistique qui est passé en avant. Donc en gros, quand on va classer des images, il faut que ça ait un intérêt. Alors, soit ça a un intérêt pour vous parce que vous êtes botaniste et gourmet, c'est-à-dire vous préférez manger des citrouilles qui sont plutôt arrondies, elles sont meilleures. Et puis, soit vous êtes artiste et vous préférez des belles images, donc des citrouilles bien taillées. Donc finalement, quand on va classer nos images d'Adapat, on va avoir ce même tentative, c'est-à-dire qu'on va se dire, est-ce que finalement classer comme ci, comme ça, est-ce que ça a un intérêt? Ça a un intérêt si ça a un intérêt clinique, c'est-à-dire que si ce qu'on voit sur nos lames, ça correspond à une évolution particulière d'une maladie, ça correspond à une sensibilité particulière de la maladie, à un traitement, etc. Et donc c'est là-dessus qu'on va essayer d'avancer et d'évoluer. Alors pour les histiocytoses, j'y arrive quand même, je vous montre un peu d'histologie. Pour les histiocytoses, c'est effectivement pas forcément si simple parce que les histiocytes, c'est des cellules, c'est des macrophages, et qui sont en fait des aspects très différents. Donc, tout ça, c'est des histiocytes, hein, tout ce que je vous montre, mais ça ne se ressemble pas beaucoup. Hein. Finalement, les oiseaux, ils étaient plus faciles à discerner. Et voilà. Alors, pour un pathologiste habituel,
habitués, finalement, c'est relativement simple d'identifier ces différentes cellules-là. Il y en a même qui ont des noms propres. Hein. Alors, je n'ai pas de quoi montrer avec la souris. Ça s'appelle une cellule de Touton, ça s'appelle une cellule de Langerhans, ça s'appelle une cellule de Virchow, parce qu'il y a eu des gens célèbres qui les ont décrites dans des temps. Voilà. Mais bon, en pratique, ça va être un aspect histologique très différent. Il va quand même essayer de savoir comment les classer, comment ces cellules qui se mettent ensemble vont donner une maladie. Alors, on peut se dire, on peut les classer en fonction de leur fonction. Et là, leur fonction dans les macrophages, c'est très simple. Hein. Il y a celles qui mangent tout et qui sont là pour essayer de nettoyer. C'est les éboueurs de l'organisme. Les macrophages, ils vont attraper tout ce qu'ils peuvent dans l'organisme et puis le digérer. Et puis, notre organisme sera un peu plus propre, un peu détoxifié. Et puis, il y en a d'autres qui en fait, sont capables de présenter, c'est-à-dire de dire aux lymphocytes, c'est ça qu'il faut attraper, c'est contre ça qu'il faut se défendre, contre des virus, des bactéries, etc., des cancers. Donc, il y a deux fonctions comme ça. Mais en fait, ce n'est pas si simple parce qu'il y en a qui ont un peu un rôle de macrophage et pas trop, et beaucoup de rôle dendritique. Et puis, il y en a qui ont beaucoup de rôle de macrophage et un peu de l'autre. Enfin, bon. Donc, on n'arrive pas vraiment à les classer en fonction des fonctions dans le concret. Alors, si on veut faire moins simple, on peut dire voilà les histiocytoses. Oui, mais là, il faudrait quelques heures quand même pour en parler. Et donc, on va pas se lancer là-dedans. Par contre, vous voyez au centre, effectivement, il y a le macrophage, hein, il y a l'histiocyte. Et puis, je vous ai dit, je suis désolé, c'est en anglais, mais en gros, le macrophage, il est capable d'attraper des choses qui traînent, de ramasser, et puis ensuite de les digérer. Alors des fois, il a un peu d'indigestion, il n'arrive pas à digérer, et donc il va donner des maladies qui sont des accumulations d'histiocytes, mais qui ne sont pas au sens strict ce qu'on appelle des histiocytoses. En fait, les histiocytoses qui nous intéressent ici, c'est plutôt celles qui sont par là, et donc c'est là-dessus qu'on va avancer. Mais le diagnostic, il n'est pas toujours si simple. Par exemple, cette patiente, ah oui, on ne voit pas le bas. En fait, elle avait un gros ganglion axillaire hein, sous l'aisselle et qui faisait 5 cm. Et donc, il y a eu une biopsie. On se dit, ça, c'est des histiocytes. Hein, ça correspond aux images que je vous ai montrées. Il y a une accumulation d'histiocytes. Oui, mais en fait, là, ce n'était pas une histiocytose. C'était une histiocytose, entre guillemets, de surcharge. C'est-à-dire que c'est une patiente qui avait une prothèse mammaire un peu ancienne, un peu abîmée, et finalement, cette prothèse était en train de se déliter, et puis finalement, les macrophages, qu'est-ce qu'ils font? C'est leur métier, il faut qu'ils digèrent. Mais là, c'était pas bien digeste, hein, c'est une espèce de prothèse, pas un bon modèle, et donc les macrophages se sont accumulés en n'arrivant pas à digester, avec une indigestion. Donc, c'est une fausse histiocytose? Oui et non, c'est-à-dire qu'on peut se tromper de diagnostic, on peut dire que c'est une histiocytose, alors qu'en fait, c'est plutôt réactionnel. Alors comment ça passe en anapathe? En fait, il y a des médecins, des chirurgiens qui vont faire des prélèvements et puis qui vont généralement les mettre dans du formol et nous les envoyer. Ça, c'est du foie avec une métastase de mélanome ici, qui vont nous envoyer le prélèvement en anapathe. Et puis nous, on va faire des prélèvements dessus. On va les mettre dans des petites boîtes comme ça. Ça fait la taille d'une phalange. Hein, ça fait 2 cm. Ça, c'est des petits trucs de paraffine hein, avec comme de la bougie. On met les prélèvements dedans et ça va nous permettre de faire des coupes histologiques. C'est-à-dire qu'on va passer devant une lame et on va faire des coupes très très fines et puis c'est ça qu'on va mettre sur les lames de verre pour les regarder au microscope. Donc voilà, à partir de ça, on travaille et puis de temps en temps, on va également faire des prélèvements congelés et puis on fera également une analyse moléculaire. C'est-à-dire qu'on peut faire une analyse sur des coupes histologiques ou alors on peut faire une analyse moléculaire. Alors voilà, en gros, l'essentiel du travail du pathologiste. On va faire à partir des coupes qu'on aura mis sur des lames, on va faire des colorations, c'est-à-dire qu'on va verser différents colorants, rouge, bleu, vert, et puis on va obtenir des choses. Alors on va voir des cellules, et là vous reconnaissez les histiocytes que je vous ai montrés tout à l'heure, ou vous ne les reconnaissez pas parce que vous n'avez pas forcément l'habitude. Là les petits points c'est plutôt des lymphocytes, et puis voilà. Et puis les petits trucs rouges c'est plutôt des polynucléaires éosinophiles. Bon voilà, ça on s'y fait, on s'habitue, et c'est ça qu'on regarde habituellement en anapathe. C'est pratiquement ce qu'on appelle l'HES, c'est ça. Et puis à partir de ça, on se dit « Ah, j'aurais besoin d'autres techniques » et éventuellement, on va refaire avec le même petit truc de paraffine, on va refaire d'autres coupes et là, on va faire de l'immunohistochimie, c'est-à-dire qu'au lieu de mettre des colorants, on va mettre des anticorps qui sont spécifiques de différentes protéines, de différents constituants des cellules. Et là, par exemple, il y a un anticorps qui est l'anti-CD1A et qui marque bien les cellules de Langerhans et qui va donc marquer les cellules de Langerhans. Donc, l'essentiel de la panoplie de l'anapathe, c'est ça. C'est les coupes HES qui sont à gauche, et puis l'immunohistochimie avec plein d'anticorps différents qui sont à notre disposition et qui sont sur la droite. Et avec ça, on arrive à un diagnostic. Ou pas.
Et puis, il y a des choses qui se sont développées, qui font il y a le système des réseaux dont on a parlé pas mal, hein, qui se sont développés, notamment en France, et qui sont sur le principe qu'effectivement, dans les maladies rares, c'est difficile de faire des diagnostics parce qu'on n'a pas l'habitude. C'est comme le coup de l'outarde tout à l'heure. Même moi, quand on est vu quand j'étais jeune, c'est pas facile de diagnostiquer l'outarde quand même, quand on est très loin et puis qu'on n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas vu souvent. Donc finalement, l'idée, c'est de dire, il y a des catastrophes qui arrivent quand même quasiment jamais, c'est les avions qui s'écrasent. C'est exceptionnel qu'un avion s'écrase. Et pourquoi c'est exceptionnel qu'un avion s'écrase? Parce qu'il y a deux personnes dans l'avion. Il y a deux personnes qui font exactement la même chose. Il y en a un qui check le truc, et puis l'autre à côté, il check la même chose. Vous allez dire, c'est idiot, il y en a qui l'a fait, pourquoi l'autre fait? Parce que quand on est deux, on diminue l'erreur humaine. Et l'erreur humaine, elle existe, et malheureusement, tout le temps. Hein. Il n'y a pas des gens qui font que des bêtises, qui font exprès, etc. Mais voilà, c'est comme ça que ça marche. Et finalement, l'idée qui a été développée dans les réseaux, c'est de dire on peut faire une double lecture. Il y a un pathologiste qui va faire un diagnostic, et puis il y en a un deuxième qui a eu la même formation, qui est médecin aussi, qui a eu une spécialisation en anapathe, qui a aussi l'habitude de voir des lames, qu'on voit toute la journée, et qui n'est pas meilleur ou plus mauvais que l'autre, mais qui va faire la même chose. Et avec ça, on diminue énormément le risque d'erreur. Et ça, c'est un bon point. Après, c'est plus cher, c'est plus long, etc. Donc, est-ce que notre système de santé peut se le permettre? Ça, c'est un autre problème. Mais en gros, quand on fait comme les pilotes d'avion, on fait beaucoup moins d'erreurs. Et puis après, effectivement, il y a des expertises, c'est-à-dire qu'il y a un pilote qui a beaucoup plus l'habitude du 747 que l'autre, et donc qui va éventuellement avoir un petit plus sur le 747 en cas de coup dur, quoi. Mais voilà, sinon c'est globalement, c'est refaire la même chose, et voilà en pratique comment ça marche. Désolé, c'est encore dans une langue qui n'est pas forcément la plus simple, mais voilà, donc il y a un labo, et les gens envoient soit de façon systématique des lames pour dire finalement c'est une histiocytose, allez, il n'y en a pas très souvent, on va l'envoyer à Jean-François parce que finalement on fait ça d'habitude depuis des années, ça marche, il est plutôt gentil, voilà. Et puis après il y a des cas difficiles, c'est-à-dire que là il y a des collègues qui disent oula, parce qu'il y a vraiment des cas qui sont simples dans les histiocytoses, mais il y en a d'autres qui sont vraiment difficiles. Là, il dit oula, là je me sens en limite. Il y a d'autres tumeurs que je connais bien, mais celle-là, vraiment, j'en ai vu deux l'année dernière, je crois, mais sinon je ne me souviens pas bien. Donc là, ils envoient vraiment en se disant ça. Celui-là, je ne suis pas vraiment sûr. Et puis, il y en a aussi où c'est pour l'analyse moléculaire. Ils n'ont pas à disposition les outils qu'on a dans un labo beaucoup plus spécialisé. Et donc, ils vont dire, je l'envoie. Moi, le diagnostic, je n'ai pas trop de problème, mais pour l'analyse moléculaire, je l'envoie. Et donc, finalement, on reçoit ça. Et puis, on va faire l'analyse histologique et puis les analyses moléculaires séquentielles dont finalement, je ne vais pas reparler. Mais c'est vrai que ce n'est pas toujours simple. Et là, je vous montre trois exemples, hein, un petit bébé, une jeune femme et puis quelqu'un un peu plus âgé, mais où finalement, qui ceux-là m'ont été adressés avec des diagnostics d'histiocytose, hein, des diagnostics un peu d'histiocytose parfois simples, l'histiocytose d'Enguerrand, ou des histiocytoses moins courantes, et ils m'avaient été adressés avec un diagnostic d'histiocytose. Et c'est des médecins pathologistes spécialisés, qui ne sont pas des idiots, qui sont des collègues qui ont bien bossé, qui ont fait leur boulot, mais malheureusement, c'est rare ces choses-là. Et en fait, non, ce n'était pas des histiocytoses. Le premier cas, c'était un petit bébé avec une gale. Hein, vous voyez, ça, c'est la petite bête de la gale qu'on voit ici. Ça, c'était une patiente avec en fait une lèpre. Et c'est vrai qu'en France, on n'en a pas beaucoup des lèpres. C'est pas si évident, quoi. Et puis ça, c'est une autre maladie, c'est une mastocytose, en fait, qui peut éventuellement donner. Ça finit en ose, mais c'est pas la même cellule, donc c'est pas la même maladie, ça se traite pas pareil. Donc il y a des diagnostics qui, de temps en temps, sont piégeants. Hein. Un autre exemple encore. Non, je crois que j'avais un autre. Voilà, un autre exemple encore. Ça, c'est un jeune homme avec une seule lésion, je crois que c'était sur la clavicule, une quinzaine d'années, avec une lésion lytique de la clavicule. C'est l'habitude, on se dit, il est jeune, il a une lésion lytique de la clavicule, et puis en plus il y a des polynucléaires éosinophiles dedans, c'est un granulome éosinophile, en plus on fait le CD1A, oui c'est une histiocytose langerhansienne, non là c'était une maladie de Hodgkin, c'est pas toujours facile, on peut passer à côté même quand on se trompe. Donc finalement, là clairement, le Hodgkin c'est beaucoup plus courant, le collègue aurait pu, mais de temps en temps, là c'est plutôt le système du pilote et du deuxième pilote. Quand on est deux à faire le truc, il y en a un qui va penser à un truc que l'autre a oublié. Tout le monde peut faire un diagnostic de maladie de Hodgkin, mais de temps en temps, on va un peu trop vite et c'est mieux d'être deux dans ces cas-là. La double lecture, même sans forcément d'expertise en plus, ça passe.
Et voilà effectivement les listes de choses qu'on a reçues au fil des années. Hein. La plupart du temps, il n'y a pas de problème. Le diagnostic est bon, il n'y a pas de souci, mais c'est vrai que la double lecture, ça donne une sécurité en plus. Voilà. Après, ça a aussi d'autres avantages, c'est que ça permet de faire avancer la science, c'est-à-dire qu'en récupérant beaucoup de cas d'histiocytose, ben, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, le groupe français est de loin la plus grosse série mondiale, et on fait vraiment progresser la science sur les histiocytoses grâce à ces doubles lectures. Non seulement pour le diagnostic, mais également pour faire avancer les choses. Et puis il y a des cas qui sont vraiment compliqués, des choses qui ne sont vraiment pas simples. Et là, vous reconnaissez les gros ganglions du cou que vous a montré Sébastien. Donc là, effectivement, cet enfant, il a à l'évidence ici des gros ganglions. Ça ressemble à la maladie de Rosai-Dorfman que vous a montré Sébastien. Et puis ici, il a des trous dans la tête, là, et ça ressemble aux trous dans la tête que vous a montré Jean. Alors, quoi, il a les deux maladies. Le pauvre vieux, il a à la fois le Rosai-Dorfman et l'histiocytose de Langerhans mélangés en même temps. Bon, il a eu de la chance, celle-là, il a bien répondu au traitement, il est tout content. Mais il y a effectivement des cas qui sont compliqués, donc ça vaut vraiment la peine de les revoir ensemble. Là, c'est pareil. Un collègue pathologiste qui voit ça, c'est évident, c'est un xanthogranulome. Il n'y a pas de problème, c'est facile. Il n'y a pas de risque d'erreur. Sauf que de temps en temps, il y a des nouvelles entités. Et alors, si on n'a pas lu, vous savez, il y a des journaux scientifiques, mais il y en a énormément des journaux scientifiques. Et puis, c'est pas facile de se tenir au courant de l'ensemble des choses qui se passent, notamment dans les maladies rares. Si c'est sur le cancer du sein ou le cancer du côlon, qui sont autrement plus fréquents, finalement, tous les pathologistes arrivent à suivre le truc. Mais sur des maladies rares, c'est pas simple. Donc, sur un granulome comme ça, un xanthogranulome juvénile, les collègues n'ont pas forcément pensé à mettre un anticorps, un petit anticorps en plus, qui est un anti-ALK, et qui permet de voir que c'est une histiocytose ALK, qui est donc une entité particulière, mais qui n'était pas reconnue à l'époque où ils ont fait leurs études, quoi. Donc, il y a les cas difficiles, il y a les cas nouveaux, enfin, il y a les formes nouvelles de maladies récemment décrites, etc. Et puis, je crois que j'ai presque fini. Après, sur l'analyse moléculaire, Sébastien vous en a déjà parlé. C'est vrai qu'il y a une grande hétérogénéité maintenant, on continue finalement l'analyse histologique que je vous ai montrée, ces images qu'on regarde. On va également prendre dans les prélèvements, dans les petits blocs de paraffine que je vous ai montrés, on va prélever dedans un peu du matériel. Et puis là, on va arrêter de les regarder au microscope, on va mettre dans un tube. Et puis, on va faire différentes techniques moléculaires de plus en plus sophistiquées, parce que le moléculaire, ça évolue là aussi très vite. Et puis, on va détecter des anomalies, et qui ne sont pas les mêmes suivant le type d'histiocytose. Là, je vous ai mis différents aspects d'histiocytose. Il y en a 5 là, mais il y en a d'autres. Hein. Le monde de l'histiocytose est très varié, de plus en plus rare. Mais effectivement, on voit des choses différentes, et on voit des gènes différents. Et donc, on va mieux les classer, mieux les comprendre, et parfois mieux les traiter, parce qu'on peut arriver aux thérapies ciblées à cause de ça. Je crois que j'ai à peu près fini. Et je voudrais remercier tous les collègues qui ont interagi tous les jours. Moi, je vois que des lames, des microscopes, etc. Et puis, heureusement, j'ai des collègues cliniciens qui m'appellent, qui me parlent de leurs patients, etc. Je ne vois pas de patients. Voilà, donc, voilà, le contact est plus difficile. Voilà.